3, 2, 1... Yo 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 l'équipe, comment ça va en ce samedi? Moi ça va trop bien, le lancement sur Twitch est imminent et j'ai beaucoup trop hâte d'être en live avec vous. Ça va être énorme, donc please avant que ça commence, le lundi 17 mai au soir, il n'y a qu'une seule chose à faire. Follow me. Yes, suivez-moi là-bas, vous êtes déjà plus de 1200 et c'est un truc de grand malade, je vous adore pour ça. Merci d'être là au rendez-vous, merci d'être fidèle, merci de me faire confiance, ça fait trop plaisir. Mais bon, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est sûrement pas pour entendre parler de ça. Et puis moi c'est autre chose que je veux évoquer, notamment ce fameux play-in qui fait tant parler ces derniers temps. De LeBron James à Luka Doncic en passant par Rudy Gobert, tout le monde a eu sa petite remarque à faire à ce sujet. Whoever came up with that shit need to be fired. Du coup je me suis dit que plutôt que de me focus sur un joueur ou une équipe comme je le fais régulièrement, ça pouvait être potentiellement intéressant de vous livrer mon avis à ce sujet en mode coast to coast. Ouais, je trouve qu'il y a énormément de choses qui questionnent sur le play-in tournament. Ne le cachons pas, même si au premier abord cette solution présente de vrais avantages, quand on creuse un peu on se rend compte qu'il y a aussi des désavantages. Mais ces inconvénients sont-ils réels ou ceux qui critiquent ne sont-ils que de vieux boomers qui sont réticents au changement? C'est bien ça que nous allons étudier aujourd'hui. Pour partir là-dedans, je commencerai par faire un bref récap de ce système afin que chacun maîtrise toutes les notions sur le bout des doigts. Ensuite j'expliquerai ce qui est positif à mes yeux dans une telle formule, et bien sûr ensuite j'évoquerai ce qui est négatif, histoire d'être complet. Enfin, pour conclure, je vous donnerai mon avis global sur ce play-in en essayant si possible d'imaginer de potentielles autres solutions ou des alternatives, on verra. Quoi qu'il en soit, ça y est, le schéma de cette vidéo vous le maîtrisez. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Le play-in tournament est-il une bonne chose ou une mauvaise chose pour la NBA? Bon, pour commencer, comme prévu, je vais parler du fonctionnement. Jusqu'à l'année dernière, se qualifiaient en play-off les 8 meilleures équipes de chaque conférence, mais ça, au moins pour cette année, c'est de l'histoire ancienne. Effectivement, désormais, les équipes classées 9 et 10 auront elles aussi une occasion de participer à la post-season. Un système à peu près similaire avait déjà eu lieu dans la bulle l'an dernier, au vu des conséquences exceptionnelles, mais là, nous ne sommes pas tout à fait sur la même formule, il est donc nécessaire d'éclaircir tout ça. En fait, le plus gros changement par rapport à la NBA qu'on connaissait, c'est qu'auparavant, on était persuadé de participer aux play-off lorsqu'on était dans le top 8. Désormais, ce n'est plus le cas, il faut absolument être dans le top 6. On peut donc facilement comprendre que certains des principaux concernés, classés autour de la 7ème place ou de la 8ème place, tordent du nez à l'évocation de cette idée, c'est normal. Car oui, le play-in en fait c'est un mini-tournoi qui prendra place juste avant le début des playoffs entre les équipes classées 7, 8, 9 et 10 de chaque conférence. A partir de là, soyez attentifs, car lorsque l'on n'est pas coutumier, ce n'est pas forcément facile à comprendre. D'abord, nous aurons droit à un match entre le 9ème et le 10ème de chaque conférence. Le perdant sera directement éliminé. Ça, c'est réglé. Le gagnant, lui, devra passer par une autre étape pour se qualifier. Car oui, en parallèle, en bas de tableau, là, vous le voyez, un autre duel aura lieu entre le 7ème et le 8ème. Le gagnant se qualifiera directement en play-off et obtiendra le seed 7, tandis que le perdant, lui, aura une autre chance de se qualifier en affrontant le vainqueur du premier duel 9-10. Le gagnant de ce match obtiendra le seed 8 et à partir de là, les play-offs se dérouleront de manière traditionnelle. Est-ce que vous arrivez à suivre? Allez, pour faire simple et pour résumer, en gros, si t'es 9ème ou 10ème de ta conférence, il faudra remporter 2 matchs dans le play-in pour te qualifier en play-off, et si t'es 7ème ou 8ème, il faudra en gagner 1. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut faire un peu usine à gaz, mais comme tout, vous vous y habituerez, et de toute façon, pour le moment, ce système n'a été voté que sur une seule saison. Si Adam Silver semble chaud pour le prolonger, les proprios, eux, avant de trop s'enflammer, veulent faire une année de test. Il est donc possible que l'on ne revoie plus jamais ce play-in dans le futur. Pourtant, à première vue, c'est plutôt intéressant, non, comme idée, et moi, perso, quand j'ai vu ça, ma première réaction a été instinctive, j'ai été hypé. Et justement, commençons par ça, comme prévu, tous les points positifs, tous les avantages que je vois dans cette formule. Pour introduire cette étape, j'aimerais parler du process, qui autour de 2015 a permis aux Sixers de se bâtir l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. Sam Hinkie, le général manager de l'époque, disciple du fameux Daryl Morey, avait décidé d'aller complètement dans les extrêmes, de façon totalement transparente, quitte à se mettre tout le monde à dos. Ouais, être détesté, lui il s'en foutait, lui c'était juste un crack au niveau des statistiques et des probabilités, et ce qu'il voulait c'était gagner sur le long terme grâce à ça. Voilà pourquoi en arrivant à Philly, il a voulu repartir de zéro, en virant tous les meilleurs joueurs, pour obtenir en échange un maximum de tours de draft et d'assets. Son idée était limpide, construire la plus mauvaise team possible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le système en NBA, plus t'es mauvais et plus t'as de chances d'avoir un pick haut placé à la draft. Ça a plutôt bien fonctionné. Malgré quelques fails comme Nerlens Noel, Jalil Okafor ou Markelle Fultz, c'est bel et bien cette stratégie qui a permis aux Sixers de créer cette équipe autour de ce noyau Joel Embiid, Ben Simmons. Si aujourd'hui la franchise de Pennsylvanie affiche un vrai statut d'outsider, c'est bel et bien au moins en grande partie grâce au process et à Sam Hinkie.
Et le tank justement arrive à point nommé, parce que cette façon de faire, elle a un nom, on appelle ça le tanking, mais ça vous le savez. Donc en fait, si je comprends bien, le tanking c'est plutôt une très bonne stratégie pour créer de grosses équipes. Pourquoi j'entends sans arrêt dire d'Adam Silver qu'il est contre? Eh bien tout simplement parce qu'au niveau du spectacle, c'est très loin d'être rentable. T'as envie toi de mater des matchs d'une team au roster éclaté qui est juste voué à perdre? Bon, moi j'avoue, je l'ai fait à l'époque du process, puisque je suis fan des Sixers, mais c'était loin d'être fun. La NBA, faut s'en rappeler, est avant tout un produit qu'il faut vendre aux fans évidemment. Plus il est attrayant et plus les fans sont engagés, et plus les fans sont engagés, plus la ligue amasse de fric, c'est logique. Le tanking va donc complètement à l'inverse de ce principe de base, les fans ne veulent pas voir ça, et c'est donc pour ça que ça déplaît grandement au Big Boss. Ce n'est pas un hasard si ensuite, après le process, il a imposé aux Sixers d'accueillir la famille Carlesimo dans le front office, pour faire un petit peu de ménage, et au fur et à mesure écarter Sam Hinkie. J'ai trouvé ça vicieux comme façon de faire, je dois le dire, mais son objectif était clair à Silver, ce genre de filou comme Hinkie, qui en plus avait une grande bouche, le boss n'en voulait pas. Surtout que le problème n'était pas isolé, n'était pas lié qu'aux Sixers. D'autres GM, même s'ils n'étaient pas aussi jusqu'au boutiste, s'adonnaient très régulièrement au tanking, et s'y adonnent encore d'ailleurs. Généralement, après le All-Star Break en NBA, vous trouvez tout le temps au minimum 5-6 équipes qui n'ont plus aucune chance d'accéder au top 8, et donc de participer aux playoffs. Alors pourquoi chercherait-elle à gagner? Pour finir 9ème, quel intérêt? Autant développer les jeunes, perdre des matchs et tenter de choper un haut pic de draft. Tout ça c'est moche, c'est vrai, mais au vu de comment est fait le système de la NBA, c'est finalement logique quand on veut gagner sur le moyen ou sur le long terme. Et donc j'imagine que c'est pour ça, pour donner l'accès aux playoffs à plus d'équipes, que Silver a inventé le play-in. Exactement, si 10 teams ont l'occasion de se qualifier pour la post-season, d'un coup il y a beaucoup moins d'intérêt à vouloir tout perdre. Bien plus d'équipes qui ont fait des mauvais débuts de saison peuvent encore espérer jusqu'au dernier moment grâce à une bonne série. Les Wizards par exemple, cette saison en sont l'illustration parfaite. Sans ce play-in, imaginez Bill et Westbrook en playoff, cette saison aurait paru très peu probable, et maintenant il y a de vrais espoirs. Sans ça, les deux All-Stars se seraient peut-être bien plus reposés sur la deuxième partie de saison, leur staff les aurait peut-être même empêchés de jouer afin qu'ils ne se blessent pas, et les matchs des Wizards auraient perdu de leur intérêt. Là ce n'est pas le cas, et ça apporte une réelle plus-value aux spectateurs ou aux téléspectateurs, et rien que pour ça, je trouve que le play-in c'est bien. Puis la deuxième raison, elle est proche encore, elle est toujours liée au spectacle. Qui n'aime pas les matchs couperés, les matchs 7, ces rencontres où tout peut se décider en seulement 48 minutes, qui du début à la fin véhiculent une tension immense. Qui n'apprécie pas la March Madness en NCAA pour ces raisons-là aussi. Ce tournoi play-in ajoute 6 matchs couperés, 3 par conférence, qui selon toute vraisemblance devraient faire vibrer les fans, ça tue franchement. Pour illustrer à quel point ça pourrait être cool, parlons de la fin de saison 2017-2018. Après 81 matchs, les Wolves et les Nuggets s'affichaient à la 8ème place de la conférence Ouest à égalité, avec le même bilan. Mieux encore, le hasard du calendrier a fait que ces deux équipes devaient s'affronter en plus de ça pour clôturer la saison. Cette coïncidence était tout simplement géniale, un cadeau béni des dieux. Le vainqueur de cette confrontation partirait en play-off, le perdant partirait en vacances. Quel enjeu! Là autant dire que l'enthousiasme chez les fans est monté fort, les places au Target Center se vendirent comme des petits pains et les audiences télé furent excellentes. Cerise sur le gâteau, ce match se termina après prolongation, et même si ce sont les Wolves qui repartirent avec le succès, ce n'est pas le plus important dans le sujet d'aujourd'hui. Ce que l'on retiendra principalement pour lier ça au play-in, c'est l'engouement fabuleux qu'il y a eu autour de ce match. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est normal, tout le monde veut avoir l'opportunité de vivre de tels moments, c'est génial, c'est ça qui fait le sel de la NBA et le piment du sport. Le play-in va dans ce sens, il crée ces occasions et les multiplie. Quand on réfléchit en termes de spectacle, c'est juste excellent. Là, à première vue, que ce soit du point de vue de la ligue ou celui des fans et même celui des joueurs, là je vais vous expliquer, tout le monde paraît gagnant parce que tout est lié de toute façon. Moins il y a de tanking et plus il y a de matchs décisifs. Plus il y a de matchs décisifs et plus il y a de suspense. Plus il y a de suspense et plus il y a de hype. Plus il y a de hype et plus il y a de spectateurs. Plus il y a de spectateurs et plus il y a de revenus. Plus il y a de revenus et plus les proprios se font de fric. Et plus les proprios se font de fric, plus les joueurs sont payés. CQFD, financièrement la ligue et les joueurs s'y retrouvent, d'un point de vue du spectacle, ce sont les fans qui s'y retrouvent. Après 2 saisons compliquées au niveau pécunier à cause du virus, la ligue a probablement besoin d'imaginer de tels projets. Je pense que c'est bien du point de vue financier et du point de vue de l'intérêt que suscite la ligue. Avoir plus d'équipes qui peuvent participer aux playoffs va permettre aux fans de davantage s'intéresser aux matchs de fin de saison, qui seront plus attractifs que d'habitude. Financièrement, cela va permettre à la NBA de compenser les pertes liées au virus. Ok, du suspense, du spectacle et du fric pour tout le monde. Pourquoi se positionner contre le play-in? Eh bien parce que ça c'est peut-être juste la face visible de l'iceberg. Alors let's go, pour les avantages j'arrête tout de suite et désormais, maintenant on passe aux inconvénients.
Du coup, ce qu'il faut capter avant de partir là-dessus, c'est que de base, le calendrier NBA avec 82 matchs par équipe est très dense. Habituellement, la ligue fait jouer 1230 matchs en 177 jours, soit 6,9 matchs quotidiens en moyenne. Le calendrier resserré de cette saison, qui se joue sur une période plus courte, fait monter ce chiffre à 7,4. Du coup, pour parler plus concrètement, les joueurs cette saison obtiennent en moyenne un jour de repos en moins toutes les 2 semaines. Ça, ce sont des chiffres, mais mine de rien, pour moi, ils ont une vraie importance. Les pauvres chéris, devoir jouer un match en plus toutes les 2 semaines, c'est ridicule. Au prix où ils sont payés, je vais pas les plaindre. Je comprends ce que tu veux dire, et c'est vrai que dit comme ça peut paraître infime, surtout que la Ligue a décidé cette saison de réduire les déplacements au vu du contexte. Sauf que en l'état, la structure du calendrier a changé elle aussi, et faut savoir qu'il y a beaucoup plus de back-to-back par exemple. C'est vrai que ce n'est pas grand chose de jouer un match de plus toutes les 2 semaines, mais un match ça fatigue, parfois il faut 24 heures, voire 48 heures pour récupérer, et crois-moi, sur l'ensemble d'une saison, avec la répétition, les organismes ça les use. Puis ça c'est pour le côté physique, mais psychologiquement aussi c'est dur. En voulant limiter le nombre de voyages et le temps passé dans les avions, la Ligue a augmenté la durée des road trips. Cela engendre donc plus de temps en déplacement, loin de chez soi, loin de ses proches. Mentalement, dans une situation de crise, dans une situation de pandémie, où l'on s'inquiète pour les siens, ce n'est pas forcément facile pour les joueurs d'être éloignés de leur famille. À ça, faut ajouter tous les protocoles sanitaires qu'ils doivent subir tous les jours au quotidien, c'est pesant. Je dis pas que c'est insurmontable, mais comme je le dis, la routine, la répétition de choses contraignantes, ça devient relou au bout d'un moment. Donc je veux bien entendre qu'ils gagnent une fortune et que pour ça, ils sont redevables de pas mal de choses, mais il faut faire attention quand même. Les dollars, ça ne t'évite pas les blessures et ça ne guérit pas de la dépression, parlez-en à DeMar DeRozan ou Kevin Love entre autres. Et ouais, être le neveu de l'un des Beach Boys, ça ne suffit pas pour avoir le smile tous les jours, faut s'en rendre compte. Mais je veux aller plus loin encore. Chaque saison en NBA, on se questionne réellement sur les blessures, en se disant qu'elles sont trop nombreuses. Faut être conscient déjà que depuis plusieurs années, une saison de 82 matchs en NBA, c'est un marathon, mais au rythme auquel se déroule le jeu en 2021, c'est un marathon qui doit se faire à l'allure d'un sprint. C'est un truc de ouf déjà en temps normal, cette intensité et cette régularité que ça demande. Et pourtant, cette saison, la NBA a encore décidé d'intensifier ça. Faut pas oublier qu'on a affaire à des humains quand même, et ça a des conséquences. Les Nets, par exemple, toute la saison ont galéré avec leur infirmerie dans leur super team. Les Nuggets, eux, devront se passer de Jamal Murray, les Warriors de James Wiseman, les Wizards de Denny Avdija, les Knicks de Mitchell Robinson et les Spurs de Derrick White en cas de playoff. Tout ça, ce ne sont que des exemples nombreux parmi d'autres, et je ne parle même pas des joueurs comme Anthony Davis, comme LaMelo Ball, comme LeBron James, qui ont manqué parfois de longues périodes au fil de la saison. En fait, c'est pour ça, par sécurité, que les franchises font se reposer leurs stars et ça donne au load management. Est-ce que vous pensez que c'est bon, vous, pour le spectacle, ça, de ne pas voir les meilleurs joueurs en tenue tous les soirs? Moi, non, et d'autant plus si le nombre de blessures est multiplié. Surtout qu'en fait, là, tous ensemble, faut qu'on soit conscient d'un truc. Souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, à environ une semaine de la fin, on connaît quand même les principales équipes qui seront qualifiées en playoff, à l'est ou à l'ouest, au moins 6 de chaque côté, je dirais. C'est donc le moment idéal dans ces teams pour reposer les organismes avant de partir à la guerre, c'est mérité. Du coup, bien sûr, la fin de saison est moins intéressante comme ça, mais est-ce bien grave? Moi, ce que je veux en fait, c'est au moment des playoffs voir les meilleurs joueurs dans la meilleure forme possible, c'est tout, la fin de saison, je m'en tape. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des équipes comme les Blazers, les Lakers, le Heat et les Celtics qui vont lutter jusqu'au bout du bout pour éviter la 7ème place. En temps normal, leur qualification en playoff aurait été rapidement acquise, et ça aurait permis au cadre de se reposer un peu, mais là, c'est mort. C'est dommage, je trouve, parce que ces équipes, elles ont des objectifs, et elles ont une carte à jouer, au moins une petite en playoff. Du coup, faut absolument lutter pour éviter ce play-in, quitte à finir rincé. Ben ouais, parce que sinon, jouer ce play-in, ça te fatiguera encore plus avant la post-season, le meilleur moment, le moment le plus important. Mark Cuban en parle très bien, encore une fois. Le principal problème avec cette formule, c'est qu'elle double le stress et la fatigue d'un calendrier si condensé. Plutôt que de reposer leurs joueurs quand les classements deviendront plus clairs, les équipes devront jouer chaque match comme si c'était un match de play-off, afin d'accéder au top 6 à tout prix. C'est important, car ne pas être dans le top 6 aura des conséquences énormes. Et oui, des conséquences énormes, c'est ce que je disais, parce que si on n'est pas dans le top 6, il faudra jouer le play-in et encore plus se fatiguer. Alors que les équipes top 6 se reposeront du 16 au 22 mai, celles qui participeront au tournoi auront 2 matchs surimportants à disputer, sans parler des voyages et des déplacements que ça engendrera. Quand on voit que la récompense c'est d'avoir le droit de jouer contre le seed 1 ou le seed 2 et de potentiellement se faire déchirer par une équipe meilleure et bien plus fraîche, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Déjà que les grosses teams ont l'avantage du terrain, ça leur donne un nouveau privilège, et pour moi c'est important, ce n'est pas du tout négligeable. Puis surtout, encore une fois, malgré les premières apparences, je trouve que ce n'est pas bon du tout pour le spectacle. Car oui, en plus du fait qu'en playoff je veux que tout le monde soit en bonne
bonne santé et que tout le monde soit à son top niveau, je veux aussi les matchs les plus serrés possibles. L'incertitude, le suspense, c'est aussi pour ça qu'on aime tous la NBA, et ce play-in, avec les déséquilibres qu'il engendre, pourrait au moins un peu empêcher ça. Du coup voilà, vous l'avez compris concernant les inconvénients, en termes de blessures et de suspense potentiellement réduit, ce play-in n'est peut-être pas si bon que ça en termes de spectacle. Mais maintenant c'est bon, on a vu les deux côtés des choses, et peut-être qu'il est temps de faire mon bilan. Alors du coup, pour conclure, qu'est-ce que j'en pense? Comme on l'a vu, le play-in peut permettre plus de matchs décisifs, plus d'intérêt des fans, et donc plus d'argent. Tout ça, et surtout dans le contexte actuel, c'est très important pour la NBA, même si honnêtement je m'en fais pas trop pour eux et pour leur avenir. Par contre, ce mini-tournoi peut engendrer plus de blessures, plus de fatigue et moins d'incertitude au moment le plus important de la saison, et ça vous l'avez pigé, je trouve pas ça cool. Alors du coup, quel côté choisir? Si je suis proprio et que je pense à mon fric, je suis pour le play-in, c'est clair et net. Si je suis un joueur d'une équipe qui est 10ème, je serais ravi aussi de disputer 2 matchs qui me donneront une chance de participer aux playoffs. Par contre, si je suis un joueur d'une équipe qui se positionne 7ème aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même. Je me dirais que ça craint fort, et j'aurais même un réel sentiment d'amertume. Luka Doncic l'exprime très bien de son côté. Je ne comprends pas l'idée d'un play-in, vous jouez 72 matchs pour accéder aux playoffs, puis vous pouvez en être écarté en seulement 2 rencontres, je ne comprends pas ce projet. Et là, je capte tout à fait ce que veut dire Luka. Sans aller jusqu'à vriller comme LeBron en disant que celui qui a eu cette idée devrait être viré, je me dis que si j'étais 7ème et que j'étais ensuite éliminé dans ces conditions, ce serait abusé. Si je suis dans une équipe 7ème qui, comme c'est le cas actuellement, a remporté 5 wins de plus que le 10ème, et que celui-là peut m'éliminer en seulement 2 rencontres, je trouve ça nul. Ben ouais, pas cool du tout, surtout que j'avais des objectifs avec cette équipe, et que même si je me qualifie, je risque d'arriver en playoff complètement rincé. C'est quand même très moyen en termes d'équité à mes yeux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ce que je vois, et ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a différentes visions, tout dépend du point de vue dans lequel tu veux te placer, quoi. Ça c'est sûr, comme la plupart du temps dans la vie en fait, quand il y a un sujet à controverse. Mais du coup, parlons du point de vue des fans, c'est ça qui m'intéresse. Je suis un fan, et vous aussi, j'imagine que vous êtes des fans, je crois. Et là encore, je suis partagé, c'est quoi le mieux? C'est d'avoir plus de matchs importants ou d'avoir tout le monde en pleine forme au meilleur moment? Eh bien ça se discute, mais moi j'ai tranché, je veux que sur la scène des playoffs, où se décide qui sera le futur champion, tous les joueurs soient à leur climax. C'est ça la NBA que j'aime. À mes yeux, pour savoir qui méritera le plus de soulever le trophée, il faut que tout le monde soit en pleine forme, autant que possible en tout cas. Le play-in, je dis pas que ça aura lieu, mais ça peut potentiellement empêcher ça, et c'est pour ça que je suis contre, je pense. Par contre, en vrai, je n'en doute pas, il va être très cool ce mini-tournoi, et je regarderai chacun des matchs avec beaucoup d'intérêt, mais soyons honnêtes. Il y a combien de chances sur 100 qu'une équipe classée 9ème ou 10ème remporte le titre ensuite? Aucune, non, ou presque. Par contre, les finalistes de l'an dernier, les Lakers ou le Heat, qui eux pourraient disputer le play-in, ont une vraie chance, je pense, d'aller jusqu'au titre, ou au moins d'aller jusqu'en finale, et pourtant, ce play-in diminuerait largement leurs opportunités. C'est dommage, et c'est injuste. Quand je vois comment LeBron semble galérer à se remettre de sa blessure à la cheville, je ne le cache pas, je m'inquiète. Pourtant, moi, en play-off, je veux un King à 100% de ses capacités. Du coup, si je suis cash, j'ai envie de dire que ce play-in, à part 6 matchs qui seront fort sympathiques, n'apportera que des mauvaises choses. Quand la santé des joueurs est déjà au cœur de pas mal de polémiques actuellement, est-ce qu'en rajouter une couche est une bonne idée? Je pense que ça n'apporte rien de bon. Allez, si ce projet donne un peu plus d'intérêt, d'importance et d'attractivité à la fin de la saison, puis il limite le tanking, mais faut être honnête, il ne l'éradique pas du tout non plus. Et oui, regardez le Thunder, ils font quoi cette saison si ce n'est pas du tanking? Regardez les Rockets, c'est la même, Orlando, Cleveland, Détroit, ça discute fort aussi. L'arrivée du play-in a limité un tout petit peu ce phénomène avec des teams comme les Wizards par exemple, mais ne l'a pas du tout annihilé. D'ailleurs, Sam Presti à OKC est un sacré expert, un sacré crack dans le domaine. Il a viré tous les bons joueurs à part Shai Gilgeous-Alexander pour récupérer un max d'assets. La team possède quand même 17 premiers tours de draft sur les 5 prochaines années. Ce qu'il a fait, c'est juste un truc de grand malade, il a juste poussé le tanking à fond, play-in tournament ou pas. Ouais, enfin bon, au vu de ce qui s'est passé avec Sam Hinkie, il va finir par se faire virer, non? Au moins indirectement. Eh bien, disons qu'il est malin, Presti. Il a une moins grande bouche que Hinkie, et surtout, il est moins provocateur. Même si personne n'est dupe, jamais il n'assumera et ne dira qu'il pratiquera le tanking, il dira que lui, il veut gagner. Autant être hypocrite, hein, dans ce cas-là, et ça lui sauve les miches, à mon avis, car je pense que Tonton Silver ne doit pas trop kiffer. Mais là, qu'est-ce que tu veux, en l'état? Il suit le règlement en faisant mine de lécher les bottes de tout le monde, et personne ne peut dire quoi que ce soit. Et ouais, c'est un grand malin, et même si ça me fait beaucoup rire, je ne vais pas trop insister là-dessus. Ce que je veux dire, vous l'avez compris, c'est que le play-in tournament, ça peut limiter le tanking, mais pas l'éliminer. Du coup, vu tous les risques de blessures que ça engendre pour un bénéfice si peu important à mes yeux, attention à ne pas aller trop loin. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Par contre, voilà, je vais le dire, le play-in dans la bulle l'an dernier, j'avais trouvé ça bien, notamment en raison du contexte exceptionnel. La saison avait été écourtée, il a fallu s'adapter au dernier moment en trouvant des raisons pour les équipes qui allaient dans la bulle d'espérer encore un petit peu les playoffs, et surtout les joueurs avaient eu 4 mois de repos. Là, ce n'est pas la même à la sortie d'une saison marathon, vraiment pas, et je trouve que Rudy Gobert à son tour a plutôt une bonne approche à ce propos. Je pense que ces matchs seront cool à voir, on va voir du basket de haut niveau entre des équipes de qualité qui se battront pour un spot en playoff. Il va y avoir des superstars et ça va être fun. Maintenant, est-ce que j'aimerais participer à ce tournoi?
tournoi, si j'étais 10ème, c'est sûr, mais si j'étais 7ème et que je m'étais battu pour cette place toute la saison, jamais de la vie. Ce serait injuste de finir 7ème et de se faire voler sa place par le 10ème. Comme quoi, chez la plupart des joueurs, enfin ceux qui ne sont pas 10ème et qui sont, on le comprend, opportunistes, les sentiments se rejoignent, ils sont contre. Sauf qu'on le sait, en NBA, l'argent est roi et rien à battre de traiter les joueurs comme des gladiateurs. Des gladiateurs super bien payés, hein, mais des gladiateurs quand même. Comme je le disais, hein, on a beau avoir tous les millions de dollars qu'on veut, ça ne protège pas une cheville ou un tendon d'Achille. En vrai, pour moi, le souci en NBA depuis déjà quelques années, maintenant que le rythme a vraiment augmenté, c'est qu'il y a trop de matchs. Beaucoup de ces rencontres, d'ailleurs, notamment en raison du load management, n'ont que peu d'intérêt, et c'est dommage. T'as beau être autant passionné que tu peux, t'es malhonnête si tu dis que devant les 82 matchs de ta team préférée en pleine nuit, tu ne t'ennuies jamais. Franchement, je prends mon cas, il doit y avoir quoi, les 3/4 des matchs des Sixers qui me hype, à peine. Et là, c'est quoi la solution qu'ils ont trouvée pour remédier à ça? Ajouter des matchs pour potentiellement augmenter le nombre de blessures, perso je capte pas. Moi je trouve ça bof et je préfère 1000 fois privilégier la qualité à la quantité, mais ce n'est que mon point de vue, c'est même peut-être un rêve et ce n'est pas du tout le point de vue de la NBA, je peux le comprendre. Et oui, si on sucre des matchs, ça fait des revenus télévisuels en moins, des revenus publicitaires en moins, des revenus de vente de tickets en moins, et pour ça il ne poursuivra jamais cette piste, tonton Silver. Donc oui, même si je suis contre le play-in parce que je trouve que les raisons pour le mettre en place sont surtout financières et pas très saines, j'arrive à comprendre pourquoi il a eu cette idée. Mais maintenant j'ai envie d'être fou et de partir en live complètement, non pas sur Twitch mais bien ici, sur YouTube. Soyons francs, le système que je vais proposer aurait tout plein de failles, mais pourquoi ne pas le creuser en partant de cette base avec une NBA à 32 équipes? Ça pourrait permettre à Seattle de revenir par exemple, et à Las Vegas d'héberger une team comme la ville le souhaite depuis des années. Déjà moi ça, au moins au début, ça me hyperait de fou. Mais surtout avec 32 équipes où on pourrait presque imaginer rajouter carrément un autre tour de playoff, je trouverais ça cool. Tout le monde y participerait, donc tout le monde serait sur un pied d'égalité. Par contre, ce qui me dérange énormément, c'est que la saison régulière perdrait sûrement encore de son intérêt si on ne jouait même pas la qualif en post-season. Ouais, ça ne servirait qu'à définir les seeds et les têtes de série. C'est pas ouf, je l'admets. Déjà qu'on a tout plein de matchs qui ne servent à rien, là ce serait encore pire, c'est sûr. Donc c'est pas la solution idéale, il faut creuser, je le répète. Mais pourquoi ne pas imaginer du coup réduire complètement la durée de la saison régulière pour donner plus de place aux playoffs? Même si cette formule est bancale et qu'il faut l'ajuster, à mon avis, ça éliminerait totalement le tanking, ça, ou presque. Tu veux faire exprès de perdre des matchs, tu peux, mais c'est ton problème. Faudra assumer ensuite de se retrouver en face de tête de série numéro 1 en playoff et de risquer de te faire ridiculiser alors que tu aurais pu faire bonne figure et même viser le titre, pourquoi pas. L'intérêt pour cette phase éliminatoire serait alors démultiplié et je trouve ça cool. À voir maintenant comment gérer la saison régulière pour qu'elle garde un peu d'attractivité. Du coup, je vais conclure là-dessus en assumant que je suis un boomer traditionnaliste. En partant du principe que je veux des playoffs équilibrés avec toutes les superstars en tenue au top de leur forme, je pense que le bon vieux système d'avant sans play-in me convenait finalement bien mieux. Voilà pour ce qui est du play-in et de mon avis là-dessus, voilà pour ce qui est de mon 56e Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu mon analyse de cette formule? Et surtout vous en pensez quoi de ce système? Dites-moi ça dans les commentaires en mettant une note sur 10, vous connaissez, c'est la tradition. À 10, ça veut dire que vous êtes chaud bouillant pour le play-in, à 0, ça veut dire que vous le haïssez totalement et que vous le foutez à la poubelle sans réfléchir. Moi, vous avez compris, je ne suis pas bien pour, je mets un 2,5, guère plus, et j'ai hâte de voir si vous êtes d'accord ou pas du tout avec moi. Sinon, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, vous le savez, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça prend place. Récemment, on a sorti une vidéo sur Bronny James, le fils du King, afin de savoir si oui ou non il a une chance de briller en NBA un jour. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur son dos, souvent dans les extraits, mais c'est pas toujours bien juste. Voilà pourquoi là-bas on a essayé de séparer le vrai du faux et je vous invite réellement à mater. Pour débattre avec la commu et suivre tous mes projets et leur avancement au quotidien, vous le savez aussi, c'est sur Discord et Instagram que ça a lieu. D'ailleurs, sur Insta, Twitter et Facebook en ce moment, si vous ne le saviez pas, le tournoi des All-Time Teams bat son plein. On va bientôt arriver au top 8, alors je vous invite vraiment à nous rejoindre pour apporter vos votes. Ouais, venez élire la meilleure équipe all-time parmi les 30 franchises actuelles. Ce sera trop cool de savoir qui est le grand winner. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. C'est bien. Oh oui, le 4 à la suite de Julien Lepers, le meilleur moyen de référencer une vidéo. Puis vous le savez aussi, si vous voulez soutenir le lancement sur Twitch, c'est sur Tipeee que ça se passe. Chaque petit don, chaque petite pierre m'aide à construire ma pyramide, que j'espère la plus belle possible, alors venez apporter la vôtre si vous en avez envie. Big up d'ailleurs à tous ceux qui l'ont fait, qui le font encore ou qui ont prévu de le faire, ça m'aide à fond, merci du fond du cœur. Alors je compte sur vous pour ne rien lâcher. À très vite. Bye.